Deuxième communion, le BMX, parce que c'est le vélo avec lequel il y a moyen de faire le plus de trucs fun. Sauter, aller dans les talus, passer de la route à la pelouse, sans risquer de crever. Donc ouais. L'athlétisme, j'étais un peu barré au niveau de ma taille. Les grands sprinteurs de l'époque faisaient plus d'1,80 m. Je pense que c'était psychologique. Je me disais que j'y arriverais jamais vu ma taille. Ça m'ouvrait plus de perspectives au niveau de la découverte, de faire des kilomètres, de voir du paysage. Ça me sortait un peu de ma piste d'athlétisme dont j'en avais un peu assez. Une première école de vie, oui, certainement, parce que j'étais jeune, j'ai parcouru toute la Belgique, principalement avec mon papa. C'est pas mal d'être en contact avec lui de cette manière-là, d'apprendre beaucoup au niveau de la compétition, au niveau des conditions parfois rudes, dans la boue, etc. Un apprentissage aussi au niveau de l'entraînement, pour être au niveau des Flamands qui, eux, couraient sur la route et faisaient partie de structures plus organisées. Trop précoce, probablement par rapport à ma mentalité de l'époque, mais j'ai tendance à prendre toutes ces expériences de manière positive. Peu importe, j'ai appris beaucoup de choses en ayant cette expérience à cet âge-là. La découverte d'un paradis pour les sportifs, pour les cyclistes, de sorties de groupe pratiquement tous les jours, dans le berceau du VTT, dans une région où il fait beau plus de 300 jours l'année, à l'opposé de ce qu'on peut connaître chez nous parfois. Le soleil, la chaleur, c'est ce qui me correspond. Je pense que physiquement, déjà à la base, je suis sprinter de par l'athlétisme. C'était ma spécialité à l'athlétisme, cours de 60, 80 puis de 100 mètres. J'ai toujours eu des fibres rapides. Le VTT est un sport où on travaille énormément sa puissance et son explosivité. De par mon expérience sur la piste d'athlétisme aussi, j'ai développé cette qualité-là, qui m'a servi énormément sur route dans les sprints. Ouais. C'est marrant parce que en réalité j'habitais à 100 mètres de la plage et je pense que sur les 4 ans que j'ai vécu là-bas, je ne me rappelle même pas avoir mis le pied dans l'océan. Le matin c'était beach cruiser pour aller chercher le petit déjeuner, puis je me rendais le long de la plage où j'allais déjeuner sur un banc en regardant les surfeurs ou les petites volleyeuses. Et puis on partait à l'entraînement, soit seul, soit au contact des groupes du coin. C'était fait de bouts de ficelle. J'étais très insouciant, je pouvais probablement me le permettre, puis je suis quelqu'un qui vit avec très peu. Ça me convenait bien, j'avais tout ce qu'il me fallait, j'avais le soleil, j'avais mon vélo. Enfin, voilà, je parcourais les États-Unis, c'était la belle vie pour moi. Déjà l'ambiance au sein de l'équipe, parce que au contraire de l'Europe où finalement les coureurs viennent des catégories d'âge, là-bas c'est des gars souvent plus âgés qui ont déjà une expérience professionnelle ou qui ont fait des études et donc qui débarquent dans le monde de la compétition de haut niveau à un âge relativement avancé, je veux dire par là 25, 27 ans quoi. C'est beaucoup de déplacements en voiture ou en avion, beaucoup de temps passé dans les véhicules, dans les hôtels, des courses très tôt le matin parce qu'il faut savoir que la plupart des États ne permettaient pas de fermer les routes complètement pour les courses. On était censé pouvoir rester sur la droite de la route. On était encadré quand même par des véhicules, mais voilà, ça se passait pas du tout de la même manière que ça peut se passer ici en Europe. Bien, toujours du bien, une nouvelle expérience, une expérience extraordinaire, beaucoup de voyages, beaucoup de découvertes, de rencontres, avec des sportifs et avec des gens de toute culture et de tous horizons. Énormément de satisfaction de cette période de voyage. Se retrouver en montagne, en haute altitude et d'un côté de la montagne à l'autre, passer de 25-30 degrés à pratiquement du gel, ça c'était des grosses galères. En Afrique, parfois c'était la grosse galère aussi, avec les problèmes gastriques, la chaleur qui rendait
les choses extrêmement compliquées, pas mal d'expérience au fur et à mesure des années. André Friedenberg. Ça a été mon premier entraîneur à l'athlétisme. Il a marqué quand même notre première jeunesse. Quelqu'un qui était assez dur, qui visait le haut niveau, mais qui en même temps, je pense, était très psychologue, peut-être un peu élitiste, j'en sais rien. Le courant passait très bien avec lui parce que je visais la performance. Clairement, le déclassement en 2005, parce que c'était une histoire qui ne m'a pas... qui m'a touché à l'époque parce que c'était pas du tout moi et donc j'ai pris ça clairement comme une injustice. Maintenant l'histoire s'est, me semble-t-il, étouffée relativement rapidement. J'ai voulu montrer que j'avais rien à me reprocher, j'ai continué à courir puisqu'on me l'a permis, puisque finalement je n'ai pas été reconnu réellement coupable de m'être dopé, puisque c'était ce qu'on me reprochait. Il y a juste mon titre de champion de Wallonie à l'époque qui m'a été retiré. J'ai trouvé la force de caractère de passer au-delà et de continuer, parce que c'est ce que j'aimais faire et j'avais rien à me reprocher. C'était à Burkinabé, me semble-t-il. Mais je me rappelle plus. Je pense que les meilleurs moments, clairement, étaient ceux qui ont passé au bivouac, parce que là, on était dans un petit village de tentes, on avait beaucoup plus d'interactions avec les autres équipes, et donc, en l'occurrence, les équipes africaines. Il faut savoir qu'il y a des équipes qui sont extrêmement organisées, même en Afrique, c'est assez étonnant, et qui ont même des moyens relativement corrects, des compétiteurs et des équipes féroces. Puis à côté de ça, il y avait quelques équipes d'Afrique de l'Ouest, comme le Mali, qui avaient très peu de moyens. On sentait bien que les gars n'étaient absolument pas préparés physiquement. On les emmenait peut-être 10 jours à l'entraînement avant le déplacement en voiture de 3 ou 4 jours pour arriver sur la ligne de départ. Ils avaient du matériel complètement obsolète, avec des pneus en lambeaux, des patins de frein où il n'y avait plus de matière, enfin, c'était même presque parfois dangereux de courir avec eux parce que ils déchaussaient, la chaîne sautait, mais des gars qui finalement étaient animés par la même passion, même si leur but n'était pas forcément le même que le nôtre. On était là pour la découverte d'un pays, mais aussi pour la compétition, pour la gagne, et finalement eux étaient là pour essayer d'aller gagner un peu leur vie. Le prize money finalement leur permettait de faire éventuellement vivre leur famille pendant des semaines, voire des mois, quoi, avec le peu qu'on pouvait aller chercher. Il y en a quelques-uns, hein. En tout cas, je pense que celui que je préfère, c'est peut-être le Californien, la terre qui m'a accueilli et duquel je suis tombé amoureux. Pouah, toutes les trois dégueu. Mais voilà, je suis un sprinter, mais j'adore grimper, donc j'ai aucun souci à aller grimper les trois. C'est des beaux défis et ça m'arrive à de nombreuses reprises chaque année de les grimper toutes les trois. Dernièrement, j'ai quand même travaillé pour le distributeur de la marque Look et eux fabriquent vraiment des machines vraiment exceptionnelles, très beaux vélos. J'ai la chance de rouler moi-même avec un de ceux-là. C'est sûr qu'actuellement, on fait des superbes vélos avec frein à disque, avec des transmissions électriques, cadre carbone à moins de 7 kg. J'ai eu la chance d'en vendre pas mal, ce genre de vélo-là. Probablement, on me charrie encore régulièrement là-dessus. Ouais. J'essayais d'inventer des nouveaux concepts marketing. À l'achat d'un vélo, recevez une farde de cigarettes gratuite. C'était pas du tout calculé au départ. Et puis finalement, c'est devenu un peu un concept marketing dans la mesure où, grâce à la librairie, il y avait beaucoup de passages et donc ça faisait connaître le magasin de vélo. Maintenant, je savais qu'à terme, pour avoir une image plus professionnelle dans le monde du vélo, il faudrait que j'arrête la librairie. C'était sympa. Je crois que ça a bien fonctionné pendant un moment. Je suis
quelqu'un d'assez éclectique en fait. Là actuellement je suis sur le gravel à fond. J'ai découvert cette nouvelle pratique qui allie les kilomètres qu'on peut parcourir sur un vélo de route et le calme, la liberté d'être dans les bois au contact de la nature. Grande fondo, sympa quand on veut se mesurer encore à d'autres, participer à des événements de masse. Et VTT finalement plutôt dans la pratique un peu plus extrême avec l'enduro qui se pratique un petit peu comme le rallye avec des étapes spéciales, étapes de liaison où là on fait aussi part au pilotage. C'est ça qui me plaît dans la pratique du VTT finalement. Dans le gravel. J'ai été très longtemps dans le monde de la compétition. Le gravel n'est pas que de la compétition. C'est vrai qu'aux États-Unis, ça se développe par le biais de la compétition, mais ici en Europe, c'est plutôt par le bikepacking, sur le côté aventure de la pratique. Si j'avais des moyens illimités, je lancerais une équipe gravel. Je lierais ça à un concept un petit peu comme Jeroen le fait avec le Coffee Ride. Le point de chute dans nos Ardennes, aux portes de l'Eifel et des Fagnes, pour tous ceux qui veulent venir découvrir cette belle région gravel, éventuellement organiser des camps un peu partout dans le monde autour du gravel, voilà, mon trip.